0. Merci d'avoir choisi Radio J pour vous informer, comme chaque dimanche matin, notre rendez-vous avec l'histoire de la Russie et du monde soviétique et post-soviétique. Et bien sûr, on retrouve pour ça, comme chaque semaine, Vladimir Fedorovski. Bonjour Vladimir. Quel plaisir d'être ici. Et oui, on a rendez-vous tous les dimanches matins avec vous, Vladimir Fedorovski. Avec mon accent. Voilà, avec votre accent que vous ne perdez pas, et c'est tant mieux. Votre dernier ouvrage, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire, paraît aux éditions Ballant. Alors aujourd'hui, on va parler de la création d'Israël et de la création d'Israël vue de Moscou. La création d'Israël a aussi pu se faire tout au départ grâce à l'Union soviétique. Quelle histoire tout ça. Ça c'est quand même des occasions ratées. Vous savez, moi qui pousse toujours cette affinité entre la culture russe et les Juifs, et je suis très motivé par la présence d'ailleurs des Juifs venus de l'Union soviétique en Israël. Mais ça a commencé comme ça. Parce que, vous comprenez, l'idée de la création d'Israël était déterminée par les gens qui ont été quand même marqués par la culture de gauche. Bien sûr, les kibboutz, par exemple, qui sont des kolkhozes. Voilà. Mais au-delà de ça, il faut dire qu'il y avait des gens qui ont eu une vraie réflexion sur ça, une réflexion et même des hésitations. Parce qu'ils voulaient avoir les soutiens internationaux. Et qui pouvait donner ce soutien international dans l'esprit de Ben-Gurion? C'est surtout les Soviétiques à l'époque, et il y avait les Américains. En ce qui concerne les Soviétiques... Au départ, qu'est-ce qui motive les Soviétiques à aider à la création d'Israël? Qu'est-ce qui les motive? Il y a plusieurs. Tout d'abord, Staline, qui était pragmatique comme Poutine, il voulait quand même embêter les Anglais. Les Juifs ont été... On chassait les Anglais. On va dire ça comme ça. On va faire un résumé. C'est très, très résumé. Très résumé, mais quand même. C'est très, très résumé. Quand même. Les Anglais, disons, les rapports spéciaux. Et d'ailleurs, les services spéciaux ont joué un rôle essentiel. Je vais vous raconter comment, parce que c'est une saga dans la réalité. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire banale. Il y a une autre chose qui était même dit spécifiquement, parce que quand les créateurs d'Israël, ils ont beaucoup vu un grand ambassadeur, un des plus grands ambassadeurs, Staline, qui était d'origine juive. Il était basé à Londres, justement, il s'appelait Maïski. Et quand j'ai retrouvé dans les archives le télégramme de Maïski, il disait, non seulement ce sont des gens idéologiquement proches de nous, mais d'autre part, ce sont des gens qui ont motivé par en finir avec la réaction arabe. Ils considéraient, à l'époque, les Arabes, c'était le régime essentiellement monarchique, et bousculer ces régimes-là, ça plaisait aussi à Staline. Ça, c'est les choses comme ça. Les choses comme elles se font au départ, elles se font comme ça. Est-ce que ce qui fait basculer les choses, c'est la fameuse visite de Golda Meir en 1948. Il y a 40 000 juifs qui se trouvent là. Elle visite la grande synagogue. Et c'est à ce moment-là que ça bascule. Ça bascule symboliquement, parce que vous savez que Golda Meir, elle était copine de numéro 2 soviétique, qui était Il faut expliquer pourquoi ça bascule. Ça bascule parce que le pouvoir soviétique, voyant ça, il voit dans son esprit une forme de nationalisme. Non, ce nationalisme, vous savez, c'est un nationalisme, c'est existé, il y a sur le plan international. Mais non, mais je parle au niveau soviétique. Le vrai bascule, c'est quand même la guerre froide. Bien sûr, vous comprenez, mais il y a bien quelque chose là de l'ordre du symbolique qui bascule ce jour-là. Évidemment. Et pourquoi est-ce que ça bascule? Qu'est-ce qui fait que cette visite de Golda Meir avec 40... Golda Meir, ambassadrice, il faut comprendre qu'elle était ambassadrice là-bas. Elle était copine de
de beaucoup de Juifs. Copine de cette dame qui était la dame numéro 1, parce que la femme de Staline n'existait pas, elle s'est suicidée. Alors, c'est le First Lady, comme on dit là-bas, Madame Jemtchougine, elle s'appelait. L'affinité de ça, mais le changement de donne, il ne faut pas oublier qu'il y avait dans cet esprit d'Israël quand même motivation à la fois de Staline et des Soviétiques et des Israéliens. Parce que et ça existe même maintenant, il ne faut pas se leurrer. Parce que quand les gens aujourd'hui travaillent pour essayer de stabiliser la situation dans le monde, il y a un grand Américain, négociateur principal américain, il m'a dit je le fais parce que mon père était, vous savez, mon père était libérateur d'Auschwitz. C'est lui qui a libéré Auschwitz. On dit qui est entré à Auschwitz, non. libéré. Non, libéré. Auschwitz n'était pas un but de guerre. L'armée soviétique, effectivement, avançant, est tombée sur Auschwitz. Et effectivement, ça a permis de découvrir Auschwitz. Ça a permis de libérer, entre guillemets, les gens qui se trouvaient à Auschwitz. Mais les nazis étaient déjà partis. Donc, effectivement, c'est une découverte. Les Russes sont avancés. Mais voilà. Quand même, c'est mon grand-père, mon père qui m'a raconté ça. D'ailleurs, vous savez ce que je vais vous dire. Quand ils se sont rapprochés... En tout cas, là, on en... Ça rapprochait. Mais bref, il faisait... Le souvenir de la lutte contre les nazis, ça joue un rôle primordial dans cette affaire. Vous comprenez, dans les choses comme ça. Pourquoi les Soviétiques sont motivés pour créer ça, pour créer l'État d'Israël. Mais qu'est-ce qu'apportent les Soviétiques à Israël pour lui permettre de se créer? On parle tout le temps du fait que les Soviétiques, ils ont aidé. En quoi est-ce qu'ils ont aidé concrètement? Il y avait, si vous connaissez les liens, les livraisons d'armes, c'était passé carrément de la Tchécoslovaquie à travers... Mais si vous savez qui étaient les services secrets israéliens à l'époque? C'était les officiers soviétiques, carrément. Les officiers qui ont combattu le nazisme et qui ont fait... créé après les services soviétiques, les services secrets soviétiques. Alors, il y avait les livraisons d'armes absolument massives. Là-bas, il y avait on ne peut pas appeler ça les camps, mais c'était dans la réalité, ça s'appelait à l'époque les camps d'entraînement pour les gens des services secrets, notamment israéliens, qui ont été préparés, menés d'une manière très pointue par les Tchèques. Il y avait les livraisons des avions, il y avait les livraisons d'armes, il y avait les usines qui ont travaillé pour Israël. Tout ça, c'est absolument incontestable. Et d'ailleurs, Staline et Madame Golda Meir, autrefois, et Jemtchougine, ils ont hésité à un moment donné. Parce qu'au moment, après, en pleine guerre, il y avait une idée d'installer un État juif en Crimée. Il y avait une discussion autour de ça, mais après, il y avait une période de tension qui a commencé, et c'est une période de tension qui coïncide pratiquement avec la création de l'État Israël, mais ça a duré un peu plus, je pense que la position soviétique aurait pu être un autre. Mais ça a joué un rôle à l'époque, ils ont été très motivés, plus motivés que les autres, certainement plus motivés que les Anglais, je ne sais pas, les Yougoslaves, qui sont abstenus. Ils ont dit il faut le faire à partir de cette idée de l'affinité idéologique d'une part. Ce sont des gens de gauche qui peuvent bousculer la donne, et peut-être aussi à partir de l'idée de l'affinité économique, parce qu'ils ont pensé qu'il y aura la coopération très étroite. Bien sûr, un appui dans la région. Dans la région, etc. Tout ça, c'est incontestable. Bref, ça, c'était les choses. Mais malheureusement, la guerre froide arrive. Et là, ça, c'est le prochain épisode. On y revient tout de suite avec vous. Merci beaucoup, Vladimir Fedorovski. Donc, notre rendez-vous hebdomadaire avec vous, avec l'histoire de la Russie et du monde soviétique et post-soviétique. Votre dernier ouvrage, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, à dialogue avec l'histoire, qui paraît aux éditions Ballant.